Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour partager nos prévisions économiques actualisées. Dans ce nouvel exercice à mi-année, j'aurai le plaisir de retrouver d'ici un instant quelques collègues de la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkea, ici, en bord de rade, dans un endroit agréable que les locaux reconnaîtront, pour partager nos nouvelles perspectives, notamment sur la zone européenne. Mais avant de les rejoindre, je voulais juste partager avec vous quelques points marquants de nos scénarios pour ce second semestre. Tout d'abord, nous terminons le premier semestre sur un ralentissement économique global, même si ce ralentissement, on peut dire qu'il est finalement moins fort que ce que nous anticipions. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pour autant, nous anticipons un ralentissement plus prononcé au second semestre de l'année, voire jusqu'au début de l'année 2024. Les raisons sont que principalement nous assistons à une dégradation des indicateurs économiques et notamment des indicateurs avancés. Et j'ai envie de dire surtout, nous commençons à constater les effets de la transmission des politiques monétaires à l'économie réelle. Ces fameux chocs d'auto que nous avons eus commencent à avoir des répercussions. On l'a vu avec les banques régionales américaines, avec les fonds de pension britanniques et avec les sujets sur l'immobilier commercial, et nous y reviendrons. L'inflation reflue, là aussi c'est une bonne nouvelle, mais elle reflue à un niveau plus lent que ce que nous anticipions. On y reviendra avec les économistes. Et enfin, un facteur qu'il faut aussi garder en tête, le facteur du climat. Le climat va avoir un impact de plus en plus significatif sur nos scénarios. Le phénomène notamment El Niño, qui a officiellement débuté le 8 juin dernier, couplé au phénomène du réchauffement climatique, va générer des risques d'occurrence d'éléments extrêmes pouvant affecter, là aussi, l'inflation au niveau mondial. Voilà, je vais retrouver nos économistes autour d'une table. Je vous dis à tout de suite. Bon, bonjour à tous. On a pas mal de petits sujets ce midi à évoquer au sujet des perspectives du second semestre. Qui veut commencer les hostilités en même temps que celle plus agréable du repas? Volontiers. Nathalie, Stéphane, oui, avec plaisir. Donc c'est vrai que depuis notre dernière rencontre, une dernière perspective économique, on a vu notamment des faillites de banques américaines, des nombreuses incertitudes, et pourtant les indices actions ont continué à évoluer positivement, et notamment on a pu voir le CAC 40 qui a atteint son plus haut niveau historique. Pierre, comment peut-on expliquer cette résistance ? Bah oui, effectivement, comme tu le dis, c'est vrai que l'activité a résisté alors qu'on avait un contexte particulièrement difficile, la guerre en Ukraine, l'inflation très, très importante, la hausse des taux. On a une activité qui a surpris positivement ou qui en tous les cas a moins ralenti que prévu. Et cette résistance, on peut l'expliquer par plusieurs choses. D'abord, c'est à voir avec l'Ukraine, c'est que l'Europe a passé l'hiver sans crise énergétique majeure. Alors ça a été difficile, il y a dû y avoir des politiques de réduction de la consommation. On a une industrie, notamment une industrie allemande, qui a beaucoup souffert, mais globalement, on a résisté. Ensuite, du côté de la Chine, on a une autre bonne surprise, c'est la réouverture de l'économie. On a le gouvernement chinois qui a vraiment fait un virage à 180 degrés en annonçant la fin de la politique zéro Covid et permettant ainsi un rebond, au moins mécanique, de la consommation chinoise. Et puis le troisième point, qui est vraiment une des caractéristiques du cycle économique qu'on vit actuel, c'est les tensions sur le marché du travail. On a un taux de chômage qui est historiquement faible aux États-Unis comme en zone euro, malgré encore une fois tous les éléments que je viens de citer. Donc une activité qui surprend positivement. Après, la situation économique reste délicate. Je pense qu'une bonne manière d'illustrer, c'est de regarder la zone euro. En zone euro, on a fait 2 trimestres consécutifs de recul de l'activité, moins 0,1 au T4 2022 et au T1 2023, et donc on entre dans une récession dite technique. Mais finalement, est-ce qu'on peut dire que le pire est derrière nous ?
Malheureusement, non. Hein. Nous, on pense au Crédit Mutuel Arkéac. On n'a pas encore atteint le bas du cycle, même si le ralentissement a déjà en partie eu lieu. Et pourquoi on pense qu'il va y avoir un ralentissement du cycle? Eh bien, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui vont jouer à la baisse. Et si je devais schématiser, j'en identifierais deux, en fait. Hein. D'abord, le durcissement des conditions de financement. Vous n'êtes pas sans savoir que la Banque Centrale Européenne, comme la Réserve Fédérale, ont augmenté leurs taux à des rythmes inégalés depuis les années 80. Et donc ça va avoir un coût sur le financement et donc sur l'investissement. Et puis le deuxième facteur, celui qu'on a tous en tête aussi, c'est l'inflation. Cette inflation qui est toujours très élevée, trop élevée, et qui joue sur les revenus des ménages, qui entraîne une baisse des salaires réels et qui va donc impacter la demande interne. Alors justement, tu parles de l'inflation. Julien, j'ai envie de rebondir avec toi sur l'inflation. L'inflation reste effectivement un des facteurs clés des scénarios actuels. Où en est-on sur l'inflation? Est-ce que tu peux revenir un peu en détail sur notre scénario? Ce qui est certain déjà, c'est que l'inflation aujourd'hui, les derniers chiffres en tout cas ont été plutôt de bonne facture. Hein. C'est un point avec, je crois, deux conclusions principales. La première, c'est que le pic de l'inflation au sein de la zone euro, il est passé pour presque tous les pays. Enfin, tous les pays. Le dernier pays, c'est la France à l'avoir passé. On était à quasiment 10% d'inflation en zone euro au mois d'octobre. Là, maintenant, on est à 6,1%. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le premier recul net enregistré au mois de mai sur l'inflation sous-jacente, avec notamment un début de tendance qui pourrait s'amorcer. Évidemment, on va suivre ça en détail. Ce qui est certain aujourd'hui, je rappelle simplement ce qu'est l'inflation sous-jacente. C'est cette inflation fondamentale qui est liée à l'évolution des salaires et aux marges des entreprises, donc c'est une bonne nouvelle pour la BCE. Mais alors justement, tu évoques cela, mais pour autant, Christine Lagarde, encore cette semaine, vient d'évoquer des niveaux de prix une persistance de ces hausses de prix. Donc est-ce que c'est compatible avec nos scénarios sur l'inflation? Oui, enfin, la BCE fait face à des réalités, qui est liée à l'inflation sous-jacente dans un premier temps, parce qu'on dit l'inflation sous-jacente a baissé un petit peu. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de l'inflation sous-jacente est totalement incompatible avec la cible de la BCE. Et c'est d'autant plus le cas que, contrairement par exemple à l'inflation énergétique, qui peut avoir des fluctuations très rapides, monter rapidement et redescendre rapidement, l'inflation sous-jacente, c'est un phénomène plus persistant. Donc la BCE, bien évidemment, va vouloir véritablement observer que cette tendance baisse avant de se prononcer en ce sens. Et si la Banque Centrale Européenne aujourd'hui n'est pas en mesure d'assouplir son discours vis-à-vis de l'inflation sous-jacente, c'est parce qu'elle ne veut pas que l'ancrage des anticipations d'inflation, qui est toujours parvenu aux 2%, faut le noter, continue d'augmenter. Et puis ça reviendrait finalement à se tirer une balle dans le pied, parce que si elle commence à assouplir son discours, ça va limiter l'effet de la transmission de la politique monétaire, de ce qu'elle a déjà fait et de ce qu'elle est en train de faire. Donc aujourd'hui, elle ne peut pas assouplir son discours. C'est pour ça. Mais finalement, à partir de quand on peut imaginer un retour de cette inflation sous-jacente sur sa cible des 2%? Alors ce que l'on pense, c'est que l'inflation sous-jacente, qui est encore une fois conditionnée par les évolutions de salaire, un marché du travail tendu, devrait vraisemblablement pas converger vers sa cible avant au moins le premier semestre 2025. Et en substance, c'est ce que nous a dit d'ailleurs la Banque Centrale Européenne lors de la publication de ses dernières prévisions de juin, donc fin juin. Et concernant la France, l'inflation semble refluer moins vite que les autres domaines de la zone euro. Oui, la France a l'image en fait de ce qui s'est passé sur le pic de l'inflation. Encore une fois, le pic de l'inflation en France, il est intervenu 4 mois après le reste de la zone euro. Et ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est que sur l'inflation sous-jacente, compte tenu notamment des boucliers tarifaires mis en place par le gouvernement français, le reflux de l'inflation sous-jacente devrait être également un peu plus tardif, vraisemblablement un semestre en retard par rapport au reste de la zone euro. Donc plus tard dans l'année 2025. D'accord. Et du coup, Rodrigue, dans ce contexte inflationniste, que pense-t-on de la BCE? Est-ce qu'elle va encore augmenter ses taux au deuxième semestre? Oui, bien évidemment, la BCE peut continuer à augmenter ses taux tout au long du second semestre, pour deux raisons, comme Julien l'a évoqué. Si la croissance résiste, et surtout si l'inflation, et notamment l'inflation sous-jacente, reste bien au-delà de l'objectif de la BCE, qui est autour de 2%. Actuellement, l'inflation sous-jacente est toujours au-delà des 5%, donc ça laisse de la marge pour à la BCE pour augmenter ses taux. Ce discours est repris par les gouverneurs de la BCE, ceux qui sont les plus au quiche,
et qui veulent plus de hausse de taux d'ici la fin de l'année 2023. Mais alors justement, Rodrigue, est-ce que tu peux revenir sur notre scénario en termes de politique monétaire pour les banques centrales? Oui, nous de notre côté, on ne s'inscrit pas de ce côté hawkish. On table sur une dernière hausse de taux en juillet. Donc le taux de dépôt passerait de 3,5 à 3,75%. Puis il resterait constant jusqu'au premier trimestre de 2024. D'accord, donc on voit bien que les investisseurs aujourd'hui ont intégré ce scénario, on le voit dans le marché. Comment nous justement on se situe par rapport à ce scénario marché? Oui, les anticipations ont vraiment bougé depuis la dernière réunion de Banque Centrale Européenne en juin. Désormais, les marchés anticipent un taux pivot ou final entre 3,75 et 4%. Donc globalement, on est quand même en ligne avec les marchés, on est plutôt sur la fourchette basse, mais on est en ligne. D'accord. Mais attention, il faut quand même savoir que ces anticipations peuvent être volatiles et ont beaucoup évolué ces derniers mois. Juste un exemple, en mars dernier, les marchés tablaient sur un taux à 4% pour la fin d'année. Et en un mois, avec la crise, le stress bancaire qu'on a connu aux États-Unis, on était revenu en quelques semaines à 3%. Mais sachant que l'euro-dollar est très sensible au pilotage des banquiers centraux, et également en fonction de nos anticipations, où se situerait le niveau de l'euro-dollar au second semestre? Oui, pour l'euro-dollar, vraiment, c'est ces anticipations de banque centrale qui mènent un peu la tendance. Donc quand on prend nos projections, que ce soit pour la Fed ou la BCE, on pense que l'euro va continuer à se renforcer vers les 1,12 d'ici la fin d'année. D'accord. Et alors, donc là, on a parlé inflation, on a parlé évolution des taux. Si on revient un petit peu aux prévisions économiques, Paul, que peut-on dire de l'activité au deuxième semestre 2023? Sandra, on s'attend à une récession au deuxième semestre 2023 et probablement au premier trimestre 2024. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on catégorise cette récession? Est-ce que c'est une récession d'une ampleur historique ou est-ce qu'au contraire, c'est une récession plutôt modérée, bien pilotée? Et aujourd'hui, on est assez convaincu que le pilotage de la Banque Centrale Européenne, alors il y a des nuances quant aux perspectives, mais il est bien, il est efficace, il est la cible et clair, ramener les prix à 2%. Et la communication de la BCE est assez fluide. Donc quand on regarde l'histoire, quand on revient sur la crise de 2008 ou quand on regarde la crise de la zone euro plus récemment, on a eu plusieurs trimestres de récession qui étaient parfois de l'ordre de moins 1%, voire jusqu'à moins 2% en zone euro au moment de la crise de 2008. Là, on parle de trimestres de récession de l'ordre de moins 0,2, moins 0,3%. Donc vraiment, ce pilotage, je le pense quand même relativement bien organisé, de manière, je le redis, mais à ramener les prix vers leur cible, à savoir donc une progression de 2%. Paul, j'ai une question. En début d'année, on avait annoncé à nos clients que 2023 verrait une forte envolée des faillites des entreprises. Finalement, on évoque aujourd'hui que les marges d'entreprise sont plus élevées qu'attendues, les profits sont à des très bons niveaux. Donc, est-ce que cette meilleure situation financière d'entreprise est compatible avec cette forte augmentation des faillites qu'on avait annoncée en début d'année? Effectivement, Stéphane, la résistance des entreprises est remarquable. Quand on regarde l'évolution des profits, eh bien, cette évolution elle a été plus forte qu'anticipée en 2022 et au premier trimestre 2023. Alors pourquoi? Une partie de l'explication est liée aux anticipations des entreprises. Ce qui était remarquable, c'est qu'avec ces hausses de prix qu'elles ont commencé à connaître au niveau des intrants, eh bien, immédiatement elles ont répercuté ces hausses globalement sur les prix à la consommation et in fine presque au-delà de ce qui aurait été nécessaire. Et donc on a une partie de l'inflation aujourd'hui qui s'explique aussi par la hausse des profits des entreprises. Mais quand on regarde le volume d'achat aujourd'hui des ménages, et ce volume, lui, il se rétracte. La demande depuis 2 trimestres de consommation alimentaire notamment, ces volumes se baissent de l'ordre de 10%. Donc le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est un peu à la croisée des chemins où les entreprises, dans une situation concurrentielle qui est toujours quand même relativement forte pour certains secteurs, vont devoir ajuster leurs prix, diminuer leurs marges de manière à conserver leur clientèle. Et donc ces profits vont commencer à s'éroder. Et donc les faillites d'entreprises qu'on estimait voir apparaître assez massivement dès le premier semestre 2023, on ne fait que les décaler et on va voir ces faillites apparaître sur la deuxième partie de 2023 puis en 2024. Mais je le redis, ça fait partie du cocktail recherché par la Banque Centrale Européenne, puisque qui dit faillite dit aussi moins de pression sur les salaires, puisque l'emploi va commencer à se retourner et in fine, les prix vont pouvoir converger vers 2%. Paul, moi je m'interroge sur le secteur de l'immobilier. Est-ce qu'il peut résister à cette remontée des taux?
Le secteur de l'immobilier, c'est compliqué. Effectivement, aujourd'hui, on a une forte crainte sur le secteur immobilier, puisqu'on voit les prix qui commencent à baisser. Nous, dans nos anticipations de baisse de prix au niveau national, c'est des prix qui devraient baisser de l'ordre de 10%. Mais il faut revenir quand même un petit peu en arrière. Au moment de la crise Covid, on a des volumes de ventes qui sont extrêmement élevés. On a des pressions sur les prix qui sont là aussi très fortes. Donc quelque part, on a le sentiment aujourd'hui que l'État cherche aussi à piloter ce reflux des prix. Et quand on regarde les volumes de transactions dans l'ancien, on va repasser sous le million, alors qu'on était au-dessus d'1 100 000 bien vendus en 2020. Donc, quelque part aujourd'hui, on est encore sur une correction qui apparaît naturelle. Alors certes, elle nous inquiète, on la surveille, mais on n'est pas encore inquiet de voir une situation telle qu'on l'a connue dans les années 90 avec là un très fort ajustement sur l'immobilier. Mais néanmoins, l'immobilier, t'en parlais, c'est aussi un secteur très intéressant. Parce que là aussi, l'État cherche à piloter une transition environnementale immobilière. Et quand vous regardez les données d'enquête dans la construction, elles restent quand même relativement bien orientées. Ça veut dire qu'il y a tout un tas de sous-traitants qui aujourd'hui rénovent de l'habitat, rénovent des appartements et qui conservent des carnets de commandes relativement bien remplis. Donc on a aussi une dichotomie entre des promoteurs qui se retrouvent sous le feu là, de ces hausses de taux et qui ont des problèmes. Clairement, aujourd'hui, on voit des faillites dans la promotion immobilière et puis d'autres secteurs, d'autres acteurs de ce secteur qui, au contraire, ont encore les reins relativement solides et devraient passer 2023 et au-delà sans trop d'encombre. D'accord. Et dans ce contexte, quelles sont, selon vous, les meilleures solutions de placement ? Déjà, si on parle de placement, je pense que la chose qu'il faut mettre en perspective, c'est que pour la première fois depuis une dizaine d'années, on retrouve pour un épargnant la possibilité de construire une véritable diversification par l'approche du rendement et non plus seulement du risque. En effet, la remontée des taux, on en a parlé, permet aujourd'hui d'avoir, que ce soit donc sur la partie courte avec les livrets ou les fonds monétaires, une rémunération de l'ordre de 3%. La classe d'actifs qui a vraiment bénéficié, qui nous semble très attractive actuellement, ce sont également les obligations. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt, on l'a dit, ont monté fortement. Et puis, on l'a évoqué autour de cette table, on pense que le gros de la hausse des taux est plutôt maintenant derrière nous et que même à horizon 1 ou 2 ans, on devrait même commencer à avoir des taux qui rebaissent. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, investir sur une obligation, c'est bénéficier d'un coupon élevé et pouvoir potentiellement bénéficier d'un gain en capital si les taux rebaissent dans quelques années. Donc, classe d'actifs très attractive. Quant aux actions, les actions, on sait que sur le long terme, ça reste une classe d'actifs porteuse. À court terme, il pourrait y avoir un regain de volatilité parce qu'on a des forces opposées qui arrivent avec d'un côté, on l'a évoqué, des anticipations économiques pas très positives, mais de l'autre, d'ici quelques mois, on va commencer à anticiper là aussi pour 2025 des baisses des taux de banque centrale et historiquement c'est plutôt positif pour les classes d'actions. Donc voilà, donc on risque d'avoir un regain de volatilité sur cette classe d'actifs. Dans ce contexte, il nous semble que la classe d'actifs des produits structurés, et notamment ceux au format obligataire, semble être vraiment un très bon investissement dans les prochains mois. Voilà, merci à tous en tout cas. Ravi d'avoir pu échanger avec vous autour des chants d'hirondelles, des bruits des viviers de Keraliou en rade de Bresse. Et en tout cas, idée à reproduire et en attendant, à tous ceux qui nous écoutent, on espère que vous avez pu retirer des éléments importants pour les prochains mois et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.